Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la longue marche de Mao Tse-tung pour s'emparer du pouvoir en Chine contre son rival Chiang Kai-shek. Pour faire la révolution, Mao Tse-tung s'appuie sur les 400 millions de paysans que compte alors le pays, plutôt que sur les 3 millions d'ouvriers acquis à la cause de Chiang Kai-shek. Vous voulez en savoir plus sur la longue marche de Mao Tse-tung? Venez avec moi. La conquête du pouvoir par Mao Tse-tung se déroule en 3 étapes. La première correspond à la longue marche du 15 octobre 1934 à octobre 1935 et au déclenchement de la guerre de résistance contre l'Empire du Japon. Depuis août 1927 et la révolte de Nanchang, les communistes s'insurgent contre les nationalistes et bâtissent diverses bases révolutionnaires. La plus importante se trouve dans les montagnes du sud de Jiangxi, où un gouvernement soviétique chinois présidé par Mao Tse-tung est formé en 1931. Fils d'un riche paysan, Mao Tse-tung est né le 28 décembre 1893 à Hunan, au cœur de la Chine. Il a participé au mouvement étudiant du 4 mai 1919, puis à la fondation du Parti communiste en 1921. Au risque de mécontenter les alliés soviétiques, il cultive l'idée que les révolutionnaires chinois doivent s'appuyer en priorité sur la paysannerie des campagnes, si méprisée soit-elle, plutôt que sur la classe ouvrière des villes, qui est à l'époque quasiment inexistante. Cette idée est longtemps combattue par les autres leaders du parti, mais les troupes du grand parti républicain dirigé par Chiang Kai-shek lancent une offensive sur le bastion communiste. Voilà Mao Tse-tung et ses fidèles obligés de fuir vers le nord. Ils ne sont pas les seuls. Au total, 130 000 hommes répartis en 3 colonnes armées tentent de fuir vers l'ouest et le nord-ouest. La principale colonne, le premier front auquel participe Mao Tse-tung et les principaux hiérarques du Parti communiste chinois, compte près de 90 000 hommes au départ de Jiangxi en octobre 1934. S'étant dirigés vers l'ouest, ils arrivent à Gunshu le 15 janvier 1935, mais les chefs s'interrogent sur la marche à suivre. Fuir, mais où et dans quel but? Mao Tse-tung témoigne alors d'une clarté de vue qui lui vaut le ralliement de l'un des chefs de l'insurrection ouvrière de Shanghai de 1927. Au terme de rudes débats, il impose l'idée de se diriger vers le nord et d'en profiter pour combattre les Japonais et rallier ainsi les patriotes chinois à leur cause. La colonne poursuit donc sa route, toujours traquée par les troupes nationalistes et parfois mitraillée par leur aviation. La marche elle-même est épuisante par les déserts et les montagnes enneigées. Les hommes doivent marcher environ 40 km par jour avec une vingtaine de kilos sur le dos, ravitaillement et fusils compris. Autant dire que les effectifs fondent très vite du fait des batailles, de la faim, des maladies et plus que tout, les désertions. Après Zunui, le premier front tourne un moment en rond car Mao Tse-tung, qui voit son autorité s'affermir sur le groupe, ne veut pas rejoindre trop tôt l'autre colonne qui vient à leur rencontre, celle du général Zhang Guotao. Après avoir repoussé 4 campagnes d'extermination lancées par Chiang Kai-shek, les communistes de Jiangxi évitent de justesse d'être écrasés par une 5e attaque en octobre 1934 en réussissant à forcer le blocus nationaliste. Un an plus tard, au terme d'une marche longue de 12 000 km, seuls 7 000 survivants sur les 100 000 hommes que comptait initialement l'armée rouge parviennent à trouver refuge dans un petit soviet du Nord, Jiangxi. En janvier 1935, les chefs militaires communistes désignent provisoirement Mao Tse-tung comme numéro 1 de cet étrange parti nomade. Écarté de la direction du Parti communiste chinois depuis août 1932 par les internationalistes, il ne peut se voir imputer la responsabilité de la déroute de la République soviétique de Jiangxi et apparaît comme un chef crédible. En décembre 1936, des généraux séquestrent Chiang Kai-shek, accusés de privilégier l'expatriation des communistes plutôt que les exigences de la guerre de résistance aux Japonais. Sur demande de Staline, Mao Tse-tung intervient pour le faire libérer et les anciens ennemis acceptent de former un front uni contre le Japon. Le 6 novembre 1938, la promotion de Mao Tse-tung comme chef du Parti communiste chinois est définitivement acceptée par le comité central. Un message d'acceptation de Staline est lu. Il préfère un dirigeant qu'il n'aime pas, mais qui dispose de forces importantes. Deuxième étape de cette ascension, la guerre sino-japonaise du 7 juillet 1937 au 15 août 1945.
Le gros des offensives est supporté par les armées nationalistes auxquelles les forces communistes sont intégrées de façon formelle. Mao Tse-tung veille à ce que ses troupes s'en tiennent à un harcèlement de guérilla, une stratégie confortée par celle des Japonais qui finissent par ne contrôler que les villes et abandonner les villages, d'où l'encadrement nationaliste a rejoint les communistes. Ces derniers élaborent alors une alliance inégale avec la paysannerie de Chine du Nord, en y entreprenant une réforme agraire modérée. Entre 1942 et 1945, Mao Tse-tung a lancé un mouvement de rectification de style de travail du parti, qui vise à unifier le Parti communiste chinois autour de sa pensée, présentée comme une adaptation des valeurs universelles aux réalités chinoises. De cette campagne très dure, Mao Tse-tung sort tout puissant en 1945. Il obtient un droit de veto sur toutes les décisions du Parti communiste chinois. Sa pensée est désormais reconnue au même titre que de Staline, comme un des fondements de la ligne du parti. Mao Tse-tung commence à être l'objet de culte parmi les paysans. Enfin, troisième et dernière étape, la guerre civile qui oppose communistes et nationalistes chinois entre mai 1945 et octobre 1949. Le rapport de force est initialement favorable aux troupes de Chiang Kai-shek, qui prend le dessus dans les combats jusqu'à l'automne 1947. Mais à l'hiver 1948, la défaite du parti nationaliste est complète et sans appel. Le choix de la Mandchourie comme champ de bataille par Chiang Kai-shek est une lourde erreur. Les troupes communistes y reçoivent un appui discret mais décisif de la part de l'armée rouge soviétique. Au contraire, le soutien des Américains aux nationalistes favorise une propagande communiste, les désignant comme valets de l'impérialisme, au sein d'une population qui souffre d'humiliation depuis les guerres de l'opium. Chiang Kai-shek trouvera refuge dans l'île de Taïwan. Comme on l'a vu, le 19 octobre 1935 s'achève la longue marche des communistes chinois et de leur chef Mao Tse-tung. Après une épopée de 12 000 km à travers la Chine, dans cette province montagneuse isolée du nord-ouest, il échappe aux attaques du parti rival de Chiang Kai-shek. C'est au cours de la longue marche que Mao Tse-tung s'est imposé comme le leader des communistes chinois avant de les mener à la victoire finale et lui-même au pouvoir suprême. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.